Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Cité Culture et on a choisi de s'attaquer à un gros morceau pour le premier sujet de cette émission. Alors je vais essayer de vous faire deviner, pour ceux qui nous rejoignent seulement, un peu plus de 800 pages de romans adoubés par les amateurs de science-fiction de la Terre entière, puis une première adaptation au cinéma avec un budget pharaonique, stoppé net en cours de production. Une autre tentative d'adaptation est abandonnée par un cinéaste de renom, mais la troisième, ce sera la bonne. Un film voit enfin le jour quelques années plus tard, mais patatras, il est renié par son propre auteur, et aujourd'hui, en 2021, quatrième projet de porter le livre à l'écran, par un certain Denis Villeneuve. Donc vous l'aurez peut-être deviné, on parle ce soir de Dune, œuvre jugée pourtant inadaptable, dont le parcours cinématographique, comme je viens de vous le survoler, s'est avéré très chaotique. En effet, je précise un peu plus cette fois, le roman culte de Frank Herbert, publié en 1965, est jugé aussi majeur dans l'histoire de la science-fiction qu'inadaptable, et pour cause, une sorte d'aura négative semble contaminer les aventures cinématographiques du roman. Jodorowsky est le premier à vouloir s'y coller en 75 avec un casting 5 étoiles, notamment Orson Welles, Salvador Dali, Mick Jagger, bref. Le projet ne verra jamais le jour, avorté en cours de route. On en parlera peut-être tout à l'heure brièvement du documentaire de Frank Pavlik sur le sujet, sorti en 2016, qui retrace la production de cette œuvre manquée. Ensuite, quelques années plus tard, c'est Ridley Scott qui se penchera sur cette adaptation, dont il se détournera très vite pour se lancer dans la production de Blade Runner, ce qui est assez amusant à souligner car Denis Villeneuve semble marcher un peu sur ses pas, puisque vous souvenez certainement, il porte à l'écran en 2017 la suite de Blade Runner, mais ça c'est une autre histoire. Bref, on doit enfin le premier film Dune à David Lynch en 1984, on va revenir pas mal dessus, mais Lynch lui-même renie cette œuvre dont il ne veut plus entendre parler et qu'il qualifie lui-même de chagrin d'amour. Alors malgré tout ça, aujourd'hui Denis Villeneuve il s'est senti prêt, dit-il, à affronter tous ces démons qui collent à l'œuvre cinématographique de Frank Herbert. Alors voyons ce que ça donne. Les avis autour de la table sont assez partagés, je crois, mais peut-être avant d'en venir sur les adaptations cinématographiques, les films qu'il y a pu avoir, et donc plus récemment l'actualité, le film de Villeneuve, notamment vous Guilain, vous avez lu donc une grosse partie du cycle Dune qui est en 6 tomes, en 6 romans, c'est ça? Oui, alors je précise qu'on en discutait justement hors antenne à l'instant. De plus en plus, j'ai remarqué qu'en librairie, on propose les deux tomes de Dune en relié, en fait, soit chez Pocket, comme on en parlait tout à l'heure, enfin hors antenne, soit chez d'autres éditeurs. Moi, j'ai démarré comme plein de gosses, en fait. Chez Pocket Jeunesse, à l'époque, on avait les deux tomes divisés, enfin tome 1, tome 2 de Dune 1 et Dune 2, donc, qui a été suivi donc par une foultitude de tomes donc qu'on connaît beaucoup moins, notamment le Messie de Dune, les enfants de Dune, l'empereur Dieu de Dune, les hérétiques de Dune et la maison des mers. Donc il y a vraiment une succession de tomes. Alors faut savoir que mais alors les deux premiers correspondent aux adaptations. Voilà. Alors exactement. Donc on a deux tomes que tout le monde connaît, qui sont en fait Dune tome 1 et Dune tome 2, qui sont littéralement, enfin de façon très coupée, mais qui sont l'histoire principale, qui constitue la grande histoire que David Lynch a donc adapté dans les années 80, et Villeneuve a adapté le premier tome donc de Dune, de ce Dune-là. Des deux premiers tomes, on n'a que le premier tome qui a été adapté, qui est donc l'adaptation qu'on a en 2021 maintenant. Pour en revenir aux années 60, donc, Geoffrey, effectivement, comme tu le disais, c'est un truc au long cours, c'est une œuvre magistrale. En fait, c'est très simple. Pour un gamin de 16-17 ans qui se met à la science-fiction, Dune est probablement un peu le Seigneur des Anneaux, on va dire, de la SF. Je suis un peu vite en besogne, mais on ne peut pas faire l'économie de passer par Dune, ça reste une œuvre majeure. Et alors, ça reste une œuvre majeure parce que... Pas que pour les gamins. Non, pas pour les gamins. Je dis souvent on est introduit, enfin on passe dans la science-fiction avec des grandes œuvres un peu canoniques. Le Seigneur des Anneaux est une œuvre pour le grand public et à la fois une œuvre également de spécialistes. C'est-à-dire les rôlistes adorent le Seigneur des Anneaux, même s'ils en connaissent beaucoup plus que le Seigneur. Et le grand public rentre souvent dans l'heroic fantasy avec le Seigneur. C'est un peu le cas de Dune, qui fait partie de ces œuvres de transition. Souvent on commence à connaître un peu la SF grâce à Dune, et après on découvre le territoire gigantesque de la SF. Et en fait, il faut savoir que ce que je trouve fascinant dans l'œuvre de Dune, bon, évidemment l'histoire, je la raconte vite fait, mais on va en reparler après avec les adaptations. Donc, en gros, l'histoire de Dune je résume vraiment à la serpe, c'est terrifiant de dire ça comme ça, mais c'est l'histoire en fait d'un messie, c'est-à-dire d'un homme qui s'appelle Paul Atreides, qui habite dans une planète éloignée, donc on est vraiment dans un monde qui n'a rien à voir avec le nôtre. Paul Atreides, un jeune homme d'une vingtaine d'années, je crois, ou vieux ado ou jeune adulte, bon, c'est pas exactement, je ne sais plus si on mentionne son âge, mais je ne crois pas, qui est embarqué avec sa famille, une famille noble de cette planète-là, sur la planète Dune,
une planète Arrakis qui est composée de sable, et Paul, donc le jeune Paul qui se cherche quelque part, qui est en initiation, on va dire, va tomber amoureux de cette planète, et surtout des habitants qui y vivent, qui sont les Fremen, qui sont les hommes qui vivent dans cet univers ensablé. Et en fait, il y a une guerre de deux clans, donc d'un côté les Atreides, de l'autre côté les Harkonnen, qui sont, on va dire, les grands méchants de l'histoire. Donc il y a une histoire vraiment très shakespearienne, en fait, de trahison, de deux clans qui s'affrontent pour contrôler la planète Dune, et surtout contrôler l'épice. L'épice étant le réservoir quasi mondial qui est détenu sur cette planète. Donc il faut labourer l'épice et sortir l'épice. Celui qui détient l'épice détient j'allais dire la galaxie. Donc il y a vraiment une querelle de territoire, donc guerre des enjeux économiques, et surtout un récit initiatique avec ce jeune Paul qui va au fur et à mesure devenir Muad'Dib, qui est son nom de Fremen, pour devenir le Messie qui va porter finalement avoir le pouvoir sur la planète de Dune. Voilà. Ça, c'est l'histoire des 2 premiers tomes. Et ce qui est fascinant dans les années 60, c'est que Frank Herbert, et ça il faut vraiment le préciser, Frank Herbert, c'est un type qui vient de son temps. C'est-à-dire que dans les années 60, l'épice pour lui représente clairement la drogue. C'est-à-dire on est plein dans les années du LSD, l'Amérique sort des années 50 fermée, des papas avec la petite bagnole et la vie un peu rêvée de classique à l'américaine. Les années 60, c'est l'arrivée. Lovecraft, on pourrait aussi en parler sur d'autres plans. Et donc Herbert, c'est un type qui, je sais plus ce qu'il prenait lui-même, mais c'était un addict de certaines substances, et il est clair que l'épice représentait aussi de façon métaphorique l'Amérique qui découvre en fait l'arrivée de la drogue massive. Oui, c'est toute la période psychédélique. Exactement, et parce que Herbert écrivait en prenant lui-même des substances. Donc il y a tout un jeu métaphorique sur l'épice, sur ce que ça signifie politiquement, sur ce que ça signifie individuellement, qui traverse dans une œuvre de science-fiction matricielle. Voilà, ça c'est les années 60. Après, là tu parles de l'épice notamment, mais on en parlera probablement tout à l'heure quand on parlera du Villeneuve, mais Dune, c'est aussi une œuvre qui est d'anticipation par rapport aux questions qui sont traitées dans l'œuvre. Enfin, dans les années 60 notamment, on pense bien évidemment à la question du réchauffement climatique qui forcément transpire dans tout le bouquin et dans les films également. Oui, c'est une question d'anticipation complète, parce que dans les années 60, c'était pas quelque chose qui était à l'ordre du jour, et on verra, on en parlera tout à l'heure, mais on voit que Villeneuve aujourd'hui récupère aussi cette œuvre-là pour en faire une œuvre qui parle à l'actuel et pas aux personnes. Donc c'est pour ça, c'est vraiment, oui, bien sûr. Tout ça pour dire que c'est une œuvre. Oui, il y a tout un contexte avec des enjeux politiques. Oui, et puis qui n'est pas générationnel. Enfin, ça parle à n'importe qui. Mais même pour rebondir tout à fait sur ce que tu dis, les peuplades des Fremen, dont on parle beaucoup dans le bouquin, on voit dans Villeneuve l'introduit déjà, mais c'est vraiment c'est des personnages fondamentaux, parce que les Fremen représentent une peuplade du désert, donc parce qu'ils arrivent eux à maîtriser les éléments que ne peuvent pas maîtriser les autres. Et en fait les Fremen, on sent aussi, même si c'est des années 60, ça parle aussi à aujourd'hui, parce que il y a clairement cette idée de la rébellion, de la résistance du peuple qui n'est pas soumis aux lois en fait de la civilisation. Et il y a quelque chose qui est vraiment magnifique d'ailleurs dans le bouquin, sur cette idée qu'on peut vivre en dehors des canons en fait d'une société capitaliste, j'ai envie de dire, ou une société comme on l'entend habituellement. Donc les années 60 comme aujourd'hui, il y a vraiment des phénomènes de résonance dans le bouquin, et les Fremen représentent une peuplade assez merveilleuse à découvrir dans les années 60, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de retour à la nature, ou d'arriver à vivre dans d'autres conditions que la nôtre, qui sont avec le réchauffement climatique, avec les enjeux climatiques civilisationnels que nous avons, il y a quelque chose qui résonne aussi avec cette peuplade-là. Et le bouquin là-dessus, les 800 pages, c'est même, j'ai envie de dire, là où on en reparlera avec Villeneuve, l'enjeu central pour moi de Dune, je l'ai lu il y a longtemps, mais j'ai passé pas mal de temps dedans, c'est quand même la dimension à la fois politique et philosophique d'une contre-société qui s'appelle les Fremen. C'est vraiment, avec cette magnifique. Tribu humiliée qui est mise à la marge de la galaxie, et dont chacun va vouloir piller les terres. Absolument. Et qui résiste aux colonisateurs. Absolument. Je trouve que c'est très flagrant aussi. Tout à fait. Ouais. Je voulais ajouter, tu disais Geoffrey tout à l'heure que c'était, on va bien évidemment en parler, que c'était une œuvre qui était inadaptable. Moi, inadaptable à l'écran. Moi, je me suis posé la question pendant toute la préparation de l'émission, mais finalement, pourquoi elle est inadaptable, cette œuvre-là. Et alors, bon, je prétends pas avoir forcément la réponse, mais Guylain, tu t'as évoqué notamment les 6 tomes, les 7 ou 6 tomes, du coup, tout dépend comment ils sont divisés aujourd'hui, de Frank Herbert, mais il faut savoir que ces 6 premiers tomes, ils ont été suivis de 12 tomes qui ont été écrits, du coup, dans le même, sur le même fondement que l'histoire de base, par le fils de Frank Herbert, qui
s'appelle Brian Herbert. Et donc, en fait, c'est un roman fleuve Dune, c'est un univers complet, et c'est probablement en ça, pour cette raison-là, que plusieurs cinéastes se sont cassés les dents, parce que ça paraît très compliqué. Et t'as évoqué aussi Le Seigneur des Anneaux. Après, je pourrais aller très vite, mais t'as évoqué Le Seigneur des Anneaux. Moi, je trouve que, alors, bien évidemment que Le Seigneur des Anneaux, c'est pareil, c'est un roman univers. Enfin, il y a tout, il y a une religion, etc., une langue, mais comme ce qu'on retrouve dans Dune. Mais à la différence, je trouve que de Dune, Le Seigneur des Anneaux, je les ai pas lus, hein, mais Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même beaucoup plus manichéen. On sait très bien, on arrive à identifier. Ah, je vois Guy. Non, mais j'en prie. On arrive à identifier assez rapidement qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qui est dans quel camp, quel camp, etc. Alors que Dune, c'est quand même, moi je trouve que c'est plus subtil que ça, et c'est ce qui en fait aussi une œuvre intéressante. Pour rebondir là-dessus sur l'œuvre inadaptable, alors si on a passé la musique de Laurence d'Arabie avant d'aborder le sujet, c'était notamment pour le petit clin d'œil au désert, aux dunes, mais c'était pas innocent, c'était aussi parce que, voilà, j'en ai pas parlé parce que c'est anecdotique, mais à l'époque, juste après la sortie du livre, il y a un producteur qui avait essayé de tenter de convaincre David Lean, qui venait d'être oscarisé pour Le Pont de la Rivière Kwai, et Laurence d'Arabie justement, d'adapter Dune, et donc ça a très vite été mis de côté. Je l'ai dit aussi, ensuite il y a eu Jodorowsky qui avait donc préparé vraiment ce qui devait être l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, et c'est quelque chose qui, ce film est un peu comme une légende pour beaucoup, puisque on sait qu'il y a des storyboards complets qui ont été dessinés, Moebius en plus, donc, oui voilà, c'est ça, qui sont conservés pour l'instant bien à l'abri. Je crois que c'est toujours encore d'ailleurs Jodorowsky qui ça lui appartient encore, je crois. Oui, je crois, il me semble, oui. Ouais, c'est ça. Et il y a eu un documentaire, donc récemment, qui est sorti en 2016 et qui avait été diffusé, je crois, quelques années auparavant à l'occasion du festival de Cannes. Et vous, à l'époque, Guylain, vous l'aviez vu ce documentaire sur la tentative avortée de Jodorowsky? Oui, alors j'avoue que j'ai un souvenir un peu, là pour le coup, un peu lointain du doc, qui à l'époque était de mémoire porté par, je crois, son fils à Jodorowsky, qui me semblait associé au projet, présentait souvent le doc à droite à gauche. Il me semble même qu'il est passé au festival du film fantastique de Strasbourg, je crois, à l'époque, mais je peux me tromper. Alors effectivement, comme tu le dis, c'est une légende parce que déjà parce que Jodorowsky c'est un cinéaste totalement atypique. Je veux dire, on est dans le surréalisme le plus total, parce qu'on a des storyboards complets, ce qui fait qu'on a visuellement une idée graphique en fait de ce qu'aurait fait le film, ce qui fait que tous les cinéastes, tous les geeks notamment, ont été, je veux dire, j'en fais partie. Quand on s'imagine Jodorowsky avec Dune, ça donne un truc un peu fou, un peu fantasmatique, largement éloigné des canons du cinéma commercial qu'engendre ce genre de projet, et aussi parce que derrière l'idée de voir un type aussi fou que Jodorowsky avoir un univers graphique comme Dune, qui est comme tu le disais Bastien, qui est un univers monde en fait, où on peut tout faire, on peut tout inventer, parce qu'en fait c'est la planète elle-même, l'univers de Dune est beaucoup plus que désertique. On a gardé, d'ailleurs on va en reparler avec Villeneuve, on a des idées aujourd'hui assez arrêtées sur l'idée de Dune, mais quand on lit le bouquin de Herbert, Dune possède 1000 cavités, 1000 grottes, 1000 endroits en fait où il y a des vies cachées. C'est pas du tout un univers juste sableux et c'est terminé. Par exemple, que Jodorowsky, il me semble qu'il y avait des idées folles notamment sur les vers de sable. Le ver de sable, c'est un personnage, c'est une figure formidable, c'est un monstre génial. Ça a une tête absolument invraisemblable, on peut s'en faire 1000 représentations. Évidemment, chez Villeneuve, ça devient pas grand-chose, mais chez Jodo et chez d'autres, et même chez David Lynch, on en reparlera, c'est vraiment un univers pas possible avec des créatures phénoménales. C'est pour ça que ça a fait fantasmer des geeks, des cinéphiles, en sachant cela. Mais bon, Jodorowsky a dû laisser tomber. Je crois aussi qu'il était parti beaucoup trop loin dans les délires, et il y avait notamment Charlotte. Alors j'ai lu rapidement en préparant l'émission que Charlotte Rampling, qui joue dans le Dune de Villeneuve, raconte qu'elle aurait dû jouer dans le Jodorowsky à l'origine. Et alors je suis tombé mais il faudrait vérifier la source sur Charlotte Rampling, qui a dit que dans la première version, il y avait une idée où les types étaient en train de déféquer en fait autour d'elle. C'est bien ça, t'as dit la même chose que moi. Voilà, et qu'elle avait refusé le rôle. Ça donne une idée du truc complètement barré en fait que voulait faire Jodorowsky. Oui, et alors l'anecdote aussi qui sort souvent, c'est que Dali voulait aussi s'y participer, il voulait faire brûler une girafe, je crois, il y a quelque chose comme ça, voilà. Donc en tout cas, je vous conseille d'aller voir ce documentaire. Mais par contre, pour finir sur l'adaptation de Jodorowsky, elle est, bien qu'elle n'ait jamais été portée à l'écran, elle a été quand même, en tout cas moi c'est ce que j'ai lu et ça paraît pas très étonnant, elle a été source d'énormément d'œuvres qui sont venues après, et de science-fiction, et notamment
notamment Star Wars, parce qu'apparemment George Lucas aurait eu accès au storyboard de Moebius et on s'en serait inspiré. Et également, c'est ce qu'on en discutait juste avant avec Guilain, le scénariste, un des co-scénaristes de l'adaptation de Jodorowsky est un des scénaristes de Alien, qui est Dan O'Bannon. Voilà, exactement. Oui, Dan O'Bannon. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, mais là on va un peu loin dans la chose, mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, Métal Hurlant, par exemple, qui est la BD française, Métal Hurlant, tout cet univers en fait de contre-culture se rejoint, aussi fou que ça puisse paraître. À l'époque, Dan O'Bannon est un pote de Giger. Giger est un designer qui va bosser sur Alien. Ces gens-là sont rencontrés notamment autour du Dune, qui était une source commune. Et en fait, on voit que souvent, une collaboration amène une autre. En fait, tout ça se retrouve quelque part. Alors, le quelque part, des fois, ça met 20 ans à se faire, mais on retrouve dans Blade Runner ou dans Alien, on retrouve des mecs qui ont bossé avant avec Ridley Scott et qui viennent d'univers croisés, notamment chez Jodorowsky, et qui est un fan de Herbert et donc de Dune, notamment par cette espèce d'embryon commun et d'univers, d'imaginaire commun qu'on retrouve. Mais c'est ça que je trouve hyper intéressant, même si elle n'a jamais été portée à l'écran, ça a été quand même ça a été une source hyper importante, essentielle à un moment dans la science-fiction. Oui, en tout cas, d'ici quelques années, c'est des feuilles de papier qui, je pense, valeront très cher. Il y a eu donc cette tentative-là de Jodorowsky. On en a parlé également à Ridley Scott, qui avait voulu donc adapter également cette œuvre. Bon, là, très rapidement, ça a été écarté pour qu'il se concentre sur Blade Runner. Et donc, ça nous permet d'en arriver, dans la continuité, à l'adaptation de David Lynch. Oui, alors... Vas-y. Alors, sur Lynch en 84, rapidement, Lynch il est déjà photographié, connu comme un auteur à part entière. Il sort de premiers films qui ont fonctionné. Et il a une aura d'auteur auprès du Festival de Cannes, ce genre de choses. Et donc c'est un type un peu on dirait aujourd'hui c'est facile à dire, mais ce serait un créateur à la mode. On a un peu oublié ça, mais à l'époque, Lynch, il est un peu un auteur à la mode pour la critique, on va dire, française, très estampillée. J'enlève en rien l'œuvre de Lynch, mais il y a vraiment ça. Et donc, du coup, il va se retrouver dans un produit, dans un projet très bizarre, avec comme producteur Dino De Laurentiis. Il faut le garder à l'esprit parce que quand il fait Dune, Lynch, il bosse sur donc toutes les productions de Dino De Laurentiis sont des productions folles qui donnent des films fous, bizarres et on va dire des films déséquilibrés. De Laurentiis, par exemple, il a produit L'Année du Dragon avec Michael Cimino de Michael Cimino avec Mickey Rourke, qui est le type même de production bizarre en fait où on sent que c'est pas maîtrisé. Et en fait, Lynch fait donc l'adaptation de Dune cette fois-ci les 2 tomes en un. Donc on a l'arc narratif en entier de Paul Atreides et son arrivée en tant que Messie, on va dire, sur la planète de Dune, mais la particularité du film de Lynch, c'est que c'est une vraie curiosité bizarre parce qu'on a les obsessions de David Lynch qui sont en plein, la dimension très ésotérique, très mystique, qui viennent du bouquin autant que de l'univers de Lynch. Il y a notamment dans le film de Lynch, il y a un truc que moi je trouve absolument génial. C'est une phrase qui est répétée plusieurs fois qui est « le dormeur doit se réveiller » avec une espèce de zoom sur une main qui vient dans les songes de Paul Atreides. C'est typiquement des choses à la Lynch en fait, des univers comme ça métaphoriques qui travaillent sur le roman et sur le songe, l'imaginaire et le cauchemar. Ça marche très très bien. Mais en même temps, à côté de ça, et je pense que Geoffrey, on en a parlé avant, mais je pense que tu auras quelque chose à en dire. À côté de ça, il faut le reconnaître, et pourtant je suis assez attaché au film, avec une belle musique de Toto d'ailleurs d'époque, mais il faut reconnaître qu'à côté de ça, on a l'impression qu'il y a énormément d'argent pour des toutes petites choses, et qu'il y a très très peu d'argent pour d'autres choses à l'écran. Et on a notamment de la production design hyper moche, très bizarre, en dur en fait sur certains aspects, et en même temps on a des belles choses. Et je sais que Geoffrey, tu as notamment des choses qui t'ont bien plu et bien déplu. C'est ça. Alors juste avant qu'on en parle quelques minutes du film de Lynch, un petit extrait du thème original du film de David Lynch, Dune. Voilà, donc c'était le thème principal du film de Lynch. Donc oui, pour rebondir sur ce que venait de dire Guilain sur cet aspect un peu bizarre qui collait bien avec l'esthétique de Lynch, en le revoyant après avoir vu le Lynch de Villeneuve, j'ai trouvé ça un peu presque décalé, kitsch, mais limite parfois un peu grotesque, avec des personnages dont ce n'était pas pour moi des costumes et des déguisements parfois. J'ai été aussi beaucoup perturbé. Les boucliers et les fameux des détails étranges, mais des sourcils énormes par exemple sur les personnages. Oui, il y a un côté comme ça un peu grotesque, presque humour second degré. Comme une espèce d'autodérision presque. Moi je trouve qu'il a été très très loin. Le duc, il est absolument monstrueux. Et
Moi j'ai eu l'impression, moi je l'avais jamais vu, j'ai commencé par Dune, je suis rentrée dans la SF, comme tu disais tout à l'heure Guilain, par Dune, et du coup je suis allée voir le Dune de Lynch, et franchement le Dune de Lynch, moi il m'a fait beaucoup rire, mais rire au xème degré, et j'ai beaucoup aimé malgré tout. Mais je l'ai trouvé, oui, on est dans le grotesque, on est dans les Freak Brothers, on est dans presque Eraserhead, enfin je trouve que complètement, ouais. Ah oui. Et je suis d'accord avec toi, d'autant plus que il paraît-il que ça a frité énormément justement avec Dino De Laurentiis, parce qu'on imagine assez bien les délires autoristes de Lynch d'un côté et le producteur fou de l'autre côté qui lui dit non mais arrête tes conneries, et ça donne cette espèce de mélange d'influences, et moi je trouve qu'on dirait un film, en le revoyant aussi, parce que c'est vrai que j'avais un très bon souvenir quand même, et il reste, et en le revoyant il m'a refait la même chose, j'ai l'impression qu'il y a un paquet de pognon pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire, et à l'intérieur de ce n'importe quoi, il y a des choses très intéressantes, parce qu'il y a une vraie singularité. Mais parce qu'il était bankable aussi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Mais c'est exactement ça. C'est le fonctionnement d'un mec comme Dino De Laurentiis à l'époque, on a oublié ce que veut dire, parce qu'aujourd'hui on a un cinéma ultra normé en fait. Mais à l'époque, il y a des mecs qui ont plein de pognon, qui vont chercher des auteurs en se disant je vais le canaliser, on va faire un truc génial, sauf qu'ils ont aucune idée de ce qu'ils sont en train vraiment de faire. Ils réveillent la bête. Ils réveillent la bête. Et du coup ça donne des séries B tunées, on a plein d'argent. Je veux dire, mais on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'on a voulu faire. Et je trouve qu'effectivement, comme tu l'as dit très justement, moi j'ai l'impression en le revoyant qu'on a du Eraserhead, notamment notamment les comment dire, les coupes de cheveux, les regards face caméra. Et alors pour finir juste là-dessus, ce qui est d'autant plus délirant, je trouve, quand on revoit le film, c'est le casting délirant. On a Max von Sydow, qui est quand même un vrai auteur, un vrai acteur classique avec une magnifique diction. On a Sting dans un rôle, je veux dire, pourquoi avoir Sting dénudé, mais dénudé, alors joliment dénudé. Voilà, belle plastique, etc. Un des plus beaux costumes. Un petit peu beau costume. Exact. On a tout d'un coup lui. Et à côté de ça, on a des seconds rôles, des trognes qu'on retrouve dans d'autres films de Lynch. On a des acteurs qui reviennent en fait dans Twin Peaks, dans Blue Velvet et tout ça. Et donc on a un vrai casting. Et au centre de ça, est Kyle MacLachlan, acteur fétiche de Lynch, qui est quand même, qui traverse le film avec une espèce d'expression monolithique, dont on a quand même du mal à voir le potentiel réel. À côté de ça, on a Sean Young, qui est une grande actrice de l'époque, magnifique, qu'on a vu dans le Wall Street de Oliver Stone. Donc en plus, il y a du pognon pour le casting, mais on se dit quand même, tout ça pour mettre des types en costume noir, avec une scène de viol immonde, parce qu'en plus, il y a une violence terrible dans le film. Bien plus que dans celui de bien plus que dans Villeneuve, des scènes horribles à la revoyure. Enfin bon, mais en tout cas, je trouve que ça reste une curiosité qui quelque part, effectivement, entre loufoquerie et tout, ça vaut le coup. Au-delà de la curiosité, moi je trouve que si on aime Dune, enfin si on veut comprendre Dune, il faut voir le Lynch aussi. Enfin, peut-être pas seulement, mais il faut le voir parce que. Alors voilà, c'est ça. Ça va nous servir de transition pour arriver à l'adaptation aujourd'hui de Denis Villeneuve, puisque. En tout cas, pour ceux qui veulent aller voir le Dune et qui ne connaissent pas bien l'histoire, qui n'ont pas vu le précédent Dune de Lynch ou qui n'ont pas lu Dune, allez quand même voir le film de Lynch parce que il est beaucoup plus compréhensible. Il est pédagogue. Voilà. Alors peut-être trop, ça abuse de voix off qui vont tout nous expliquer à chaque fois. Il y a même des petits schémas à l'écran qui représentent telle planète à tel endroit pour tel. Voilà. Ça permet de bien comprendre le mécanisme et les enjeux en tout cas de la narration de Dune. À l'inverse, j'ai trouvé du film de Villeneuve où là je le trouve beaucoup moins accessible pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout la saga Dune. Bah moi j'avais la chance quand je suis allé voir le Villeneuve justement de connaître brièvement à ce moment-là les livres et beaucoup plus complètement le Lynch. Donc j'avais tous les personnages en tête, je savais qui était qui et quels étaient les enjeux, qu'est-ce que c'était l'épice même, parce que dans le Villeneuve on ne sait pas. Enfin moi le Villeneuve seul ne suffit pas à comprendre ce que c'est l'épice. Il nous explique que ça permet de voyager dans l'espace, mais enfin, c'est plein d'autres choses que voyager dans l'espace, et ça l'est pas du tout expliqué. Donc si on compare le Villeneuve au Lynch, au bon point de Lynch, on aura forcément un scénario qui est beaucoup plus clair. Enfin, en tout cas pour moi, ça m'a semblé beaucoup plus évident dans le Lynch que dans le Villeneuve. C'est peut-être pas un compliment, mais pédagogique. Et dans le Lynch, on a quand même beaucoup plus, je trouve, de plaisir sensoriel. Plus, oui. Le Villeneuve est beaucoup plus intellectuel, plus plat. Peut-être un peu froid. Vous l'avez trouvé lisse, le film de Villeneuve ? Le film de Villeneuve, en fait, moi j'y suis allé d'autant plus post-Covid, c'était un peu ma première séance où je retrouvais du cinéma en septembre là, et je pèse mes mots en disant ça, mais j'ai trouvé ça complètement raté. Je m'explique, j'ai vu un film de Denis Villeneuve, mais je n'ai pas vu Dune.
Par contre, j'ai vu un film de Denis Villeneuve. C'est-à-dire que, exactement comme d'habitude, comme dans tous ses films, dans Sicario, surtout dans Premier Contact, on a toujours les mêmes motifs esthétiques. C'est un type qui n'a... En fait, Villeneuve, on peut pas lui enlever le fait, et ça, je suis obligé de le reconnaître, et j'aime pas du tout Villeneuve, il faut lui reconnaître qu'il y a une ambition. Ça, je peux pas l'enlever, c'est un type il a envie de faire quelque chose, il se frotte quand même à des vrais sujets. Blade Runner, c'est pas évident de s'y frotter. Premier Contact, il y a une ambition, et alors là, n'en parlons pas avec Dune. Je peux pas lui enlever, il a des sujets, il a envie de le faire et tout. Par contre, comme tu l'as très justement dit, Bastien, c'est plat. En fait, moi, j'ai une impression, mais littéralement, je vais pas vous faire rigoler la galerie que je dis ça, j'ai littéralement l'impression d'avoir passé 2h40 dans un bunker en Roumanie, alors qu'on m'a proposé d'aller visiter la planète Dune. Et en fait, le film, par exemple, je donne un exemple, un trait esthétique. Ce n'est pas que gris, Guilain, c'est jaune aussi. Alors, il y a un peu de jaune, je te rejoins. Mais moi personnellement, donc on a une introduction beaucoup plus longue que dans le film de Lynch, puisque il a le temps de le faire, où on est sur la planète de la famille Atréide, donc Caladan, merci. Planète Atréide, où on est dans planète d'eau, avec une dimension aquatique qui fait qu'on est dans du bleu. Donc je me suis dit que le bleu-gris. Je dis, bon, très bien, bleu-gris, pourquoi pas. La couleur de Denis Villeneuve, ça va durer 40 minutes, puis après on va aller sur Dune. Et on arrive sur Dune, et c'est de nouveau gris. Alors évidemment, le gris n'est plus le même, il va un peu changer. Un peu jaunasse. Il est un peu jaunasse, mais bon sang, il n'y a aucune vie. Et en plus, alors pour finir, ce qui m'a vraiment fait mal au cœur, sincèrement, c'est qu'en fait, toute la dimension d'exploration, tout ce monde qu'a créé Herbert est ramené à une rationalité qui est telle que j'ai l'impression d'être sur la planète Terre. C'est-à-dire que tous les personnages, on dirait des mecs qu'on peut croiser dans la rue. Il y a une scène qui est terrible où le père, le duc Leto, va sur la planète des Atréides, donc Caladan, il va au bord de l'eau. Donc il y a un lac, etc. Non mais sérieusement, j'ai l'impression d'aller au lac à côté de chez moi avec deux potes en train de boire une bière. Il y a aucune vie, c'est rien, c'est nada. C'est filmé au lac à côté de chez soi. Et donc du coup, il y a rien n'appelle au voyage. On a l'impression que Villeneuve veut absolument que les choses soient cohérentes, rationnelles. C'est un bon technicien. C'est un bon technicien. Il arrive à faire d'un film où il y a dans le désert avec des dunes, un truc plat. Il doit faire chaud, c'est un truc froid. Mais c'est bien ficelé. Ça m'a choqué. Mais il y a pas d'émotion, il y a pas de sensation, il y a pas de frisson, il y a pas de sensation de chaleur. Comme tu dis, l'eau, elle est juste, c'est celle de la premier point d'eau, flaque d'eau. Oui, c'est un excellent technicien. Mais moi, ça m'a donné un plaisir purement intellectuel et rationnel, mais pas d'émotion. Deux choses sur ce que tu viens de dire, Bénédicte. Il y a notamment sur la chaleur. Alors moi, ça m'a frappé. Ça pète au visage. Il est censé faire une chaleur telle qu'on ne peut pas sortir sur Dune sans une combinaison spéciale. Voilà. Et alors on a notre cher Timothée Chalamet. Je voudrais juste dire un mot après parce que moi j'y ai trouvé quelques points positifs quand même. Mais peu importe. Timothée Chalamet sort à l'extérieur en plein cagnard à midi pour aller parler avec un gonze qui est en train d'arroser les palmiers. Et le mec, il est. Exact. Et personne n'a chaud. Le type lui dit rentrez parce que là c'est un peu dangereux. Et puis l'autre il dit ouais, non c'est bon. Et il est en combi, un truc en simili cuir là. Et c'est absolument pas crédible d'un point de vue de la chaleur. Et il y avait autre chose qui m'est sorti de la tête. Oui, alors je vous rejoins là-dessus aussi. Moi qui ne suis pas du tout fan de ce genre ni de la saga, le film, comme vous l'avez dit Guilain, dure 2h40. Pour autant, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde, même si je ne comprenais pas tout. Je ne comprenais pas tous les ressorts, mais j'étais quand même happé par les images. Et moi, j'étais retenu par l'envie de comprendre les enjeux, ce qui allait se passer, etc. Et quel était le détail de cette épice, puisqu'on n'en savait pas grand-chose. Ça manquait tellement d'informations que moi, étrangement, c'est ça qui m'a tenu dans le film pour essayer de comprendre un peu les enjeux scénaristiques entre les différentes planètes, entre les personnages qui nous sont présentés également. Et alors, la musique, moi, j'étais un peu déçu d'Hans Zimmer, mais c'est ça aussi qui m'a tenu, c'est que je la trouve tellement tonitruante et tout le temps qu'en fait c'est impossible de s'endormir aussi de toute façon et de trouver le temps long, puisqu'il y a toujours cette musique qui vient nous réveiller à n'importe quel moment et qui est un peu omniprésente, j'ai trouvé. Mais on s'ennuie pas, c'est de la belle ouvrage, Ouais, c'est pour ça que j'encourage quand même Oui. C'est à voir quand même, moi je trouve. Et puis au-delà de ça, j'ai retrouvé ce que je voulais dire et ça rejoint ce que tu disais, Geoffrey. C'est beau quand même, moi je trouve. Même si c'est gris,
C'est un beau gris. Et la photo est belle. Moi, je viens. Alors peut-être. Alors pourtant, on a à peu de choses près un âge un peu similaire. Je veux dire, moi, je viens d'une époque où le cinéma resplendissait, c'est-à-dire où il y avait de la couleur, il y avait des risques. C'est un cinéma. Pour moi, d'ailleurs, je trouve que ça ressemble. Et moi, ça me rend triste personnellement. J'ai du mal à aller au cinéma en ce moment pour ça. Je trouve que l'industrie est frileuse. Et du coup, ne prend plus de risques. Ce qui fait, je prends un exemple du film, hein, mais c'est exactement le problème. Hein. Moi, j'ai patienté. Moi, je me suis vraiment ennuyé. Vraiment, faut que je l'admette. J'en pouvais plus. Hein. Je savais plus comment m'asseoir et tout. Hein. Et du coup, ce qui m'a tenu en haleine, c'est de voir le verre des sables. Je me dis bon, quand même. Le verre des sables, la scène du verre des sables, le moment, on imagine un John McTiernan, des types qui dans les années 80 auraient mis plein la gueule. Le verre des sables, c'est de nuit. C'est-à-dire qu'on voit rien. C'est de nouveau sombre, c'est le crépuscule, on se fait chier, on attend la bête et on la voit pas. Je veux dire, moi personnellement, il y a rien, il y a que dalle, zéro, nada. Oui, mais il y a quand même dans des tout petits détails. Moi, je trouve que dans des tout petits détails, par exemple, quand ils parlent dans leur langage gestuel pour communiquer secrètement, je trouve que la façon dont il a photographié, dont il a filmé les mains, les gestes des mains, c'est des moments qui sont très furtifs, mais qui sont récurrents. Et ça, par exemple, ces petits passages-là, moi, ils ont fait rebondir mon attention, ce genre de petits moments comme ça dans le détail. Pour rebondir là-dessus, j'ai entendu un interview de Villeneuve qui expliquait que lui, parce que alors Dune, on peut la prendre par tous les bouts et bref, il y a énormément de choses à en dire. Lui, il l'a pris sur la relation mère-fils et du coup, c'est par ce biais-là qui traite Dune. Moi, je trouve que personnellement, là, pour le coup, je trouve que c'est raté. Je trouve que la relation mère-fils, elle est inintéressante au possible. Timothée Chalamet, elle est caricaturale. Mais au-delà de ça, je trouve que, notamment, Rebecca Ferguson s'en sort pas mal. Je trouve qu'elle, pour le coup, arrive à sortir un peu du lot. Moi, j'ai été très déçu de Timothée Chalamet. Bon, mais Rebecca Ferguson, qui joue le rôle du coup de la mère, s'en sort plutôt bien. Oui, moi aussi, je trouve. Elle est très juste. Et alors, donc de Denis Villeneuve, en tout cas, le film débute, c'est inscrit donc partie 1. Donc, en tout cas, le film appelle à une suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, le feu vert n'est pas encore complètement donné par la Warner, puisqu'ils attendent que la sortie se fasse aux États-Unis, qui sera donc le 22 octobre. Et c'est à ce moment-là, suivant combien le film rapporte et si le public se déplace en masse, c'est seulement à ce moment-là, donc on saura d'ici la fin de l'année si Denis Villeneuve pourra faire une suite ou non. Restons 2 minutes là-dessus, parce que ce que tu viens de dire est très intéressant, Geoffrey, sans t'en rendre compte forcément, parce que vu que le 2 est fait en fonction des résultats du premier, on peut imaginer le premier comme un film en soi, puisqu'on n'est pas sûr d'avoir un 2. Oui, moi c'est pas le cas. Hein. Enfin, admettons. Lui-même, hein. Non mais justement, et alors là, mais personnellement, j'ai un vrai problème objectif sur le film, un vrai problème objectif. La dernière séquence du film, qui introduit plus ou moins le passage de Paul chez les Fremen, elle est anecdotique, c'est-à-dire qu'il aurait pu finir le film 20 minutes plus tôt ou 20 minutes plus tard, ça ne changeait strictement rien à la fin du film, ce qui veut dire qu'en fait on a l'impression que comme à la fin d'une série, bon on verra la fin, voilà, mais ça il y a symboliquement le parcours de Paul s'achève comme un cheveu sur la soupe. On me dit bon bah voilà, il y aura peut-être la suite ou pas la suite, et s'il n'y a pas de suite, le film n'aura littéralement aucun sens, puisque l'arc narratif n'est même pas commencé. Je veux dire, voilà, mais je finis juste là-dessus parce que je trouve incroyable qu'on annonce un 2 sur un 1 qui est pas fini parce qu'il n'y a pas de fin. Oui, puis Villeneuve ne se mouille pas non plus. Hein. Pour l'instant, il dit qu'il se repose. Donc, le 2 n'est pas pour tout de suite. Hein. On a le temps. Oui, c'est sûr, mais en effet, en tout cas, peut-être que si Villeneuve on aurait fait une série, ça aurait pu être en tout cas un très bel objet à regarder, à contempler, puisque c'est ça, nous, en tout cas, qui nous a plus convaincus que Guilain. Merci à tous les trois.